Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau jeudi de la recherche paramédicale, qui est un café lecture qui sera animé par Axel Di Vittorio, qui prendra la parole pour se présenter juste dans un instant. Avant qu'il prenne la parole, je vais vous envoyer, en fait, vous avez dû peut-être recevoir, en fait, sur le fil de discussion, l'article qui est associé avec, aux propos d'Axel Di Vittorio. Donc, n'hésitez pas à télécharger cet article pour pouvoir suivre les échanges. Je vais vous le remettre, en fait, de nouveau dans le fil de discussion pour que tout le monde puisse avoir accès. Voilà, c'est chose faite. Donc, je passe la parole à Axel Di Vittorio qui va nous présenter son sujet. Alors, Axel, on ne t'entend pas. Je vais ouvrir ton micro. Tu peux ouvrir ton micro, Axel? Est-ce que tu nous entends? Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez là? On Ça t'entend. va? Parfait. Bien. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais remercier vivement Émilie au nom du réseau Recherche et Innovation GIRSI Grand Ouest de son invitation. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du Café Lecture et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Alors, l'intervention, en fait, le titre de l'intervention, c'est « Comment choisir une méthode fiable et valide pour mesurer les variations de volume liées à l'infodème ». Donc là, on va comprendre pourquoi il y a ce titre et je vais vous faire une lecture critique d'un article scientifique, d'un article médical, en m'appuyant sur une méthodologie que l'on retrouve sur les épreuves classantes nationales du concours de l'internat, qui comprend 24 objectifs pédagogiques. Donc, on va prendre chaque objectif et on va, on va l'illustrer à partir de l'article. J'espère que tout le monde ici présent a pu télécharger l'article en question. Je fais un petit break pour demander à tout le monde, est-ce que vous avez pu télécharger cet article? Alors, là, je n'ai pas de réponse. Est-ce que certains d'entre vous ont pu télécharger l'article? Alors, il y a des réponses dans le fil de discussion, oui. Hein. Il y a bien une confirmation? Il y a une confirmation, c'est parfait. Alors moi, je suis juste un petit peu ennuyé là pour avoir, la discussion, les questions, etc. Et puis avoir quand même… vous avez toujours mon écran partagé avec Alors, ton écran n'est pas l'AICL. partagé et je te ferai part des fils de discussion en cours, hein, mais tout le monde a bien téléchargé. Là, je reçois plein de oui. C'est parfait, super. Par contre, il faut que tu partages ton écran. C'est parfait. Donc, on est parti. On continue sur le truc. Donc, Axel, ouais, voilà, ça c'est marrant parce qu'il me disait que c'était bon, là, tu vois. Alors, voilà, là, on doit être bon, là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, là? Oui. Ok, très, très bien. On est super. C'est excellent. Voilà, donc les 24 objectifs pédagogiques sont présentés. L'objectif de ça, c'est de lire de façon critique un article. L'objectif, c'est de ne pas critiquer pour critiquer, mais simplement prendre du recul pour, dans sa pratique professionnelle, pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qu'on lit et finalement se dire finalement ce qui est écrit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Alors, le contexte, c'est exactement ça. Moi, mes travaux de recherche, en fait, sont liés à un PHRIP qui vise à évaluer l'impact du drainage lymphatique sur l'œdème de la face après une chirurgie de la face.
J'ai donc dû réfléchir à ce qu'on pouvait utiliser pour mesurer l'œdème de la face. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai fait une recherche biblio et donc j'ai fait une lecture critique de plusieurs articles. Et un aujourd'hui. Donc, c'est une initiation à la LCA, surtout à la méthodo, une initiation à la méthodo. C'est le contrôle technique, les 24 points. Et puis là, moi, je vais plutôt faire focus sur les points 1 à 10 et 22 à 24. D'accord? Les autres, entre 11 et 21, sont plus du recours, en fait, du ressort des statistiques. Et là, ça demande des compétences, en fait, d'un biostatisticien, tout simplement. On est parti, c'est go. Alors, j'ai choisi cet article-là, Post-Operative Orthodontic Surgery Edema Assessment with and without Manual Lymphatic Drainage. On peut se dire, bah, c'est super, c'est un article référencé, donc PubMed, on peut se dire que c'est super. La première chose qu'on regarde tous, c'est on va se dire, tiens, dans quelle revue a été publié l'article? Et là, je regarde que le Journal of Craniofacial Surgery, c'est une revue en fait qui a un impact factor de 1,046 en 2021-2022. Bon, alors quand on est habitué, on sait à peu près où on se situe. Après, on se dit, bah, c'est bien, sachant que on prend cet impact factor avec énormément de modération. C'est pas du tout comme ça qu'on classifie la pertinence d'une revue, bien entendu, mais c'est un indicateur quand même. Et bien sûr, on n'est pas, voilà, les revues prestigieuses que l'on connaît, le New England par exemple, 74, The Lancet à 59, le JAMA 56. Bon, là, on est à 1 quand même, voilà, donc je me permettrai pas de faire des commentaires là-dessus. La première partie, c'est identifier. Ça, c'est très important que vous reteniez ça parce qu'on va identifier deux choses. La première chose, c'est l'objet de l'article. C'est quoi l'article? Ça peut être plusieurs choses, un essai clinique, étude diagnostique, etc. Là, on sera sur un essai clinique, donc l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité d'un traitement ou d'une intervention. Il faut pouvoir identifier ça tout de suite. Et nous, on a de la chance, puisque dans l'article dont on parle actuellement, comment dire, on a en tête de chapitre Clinical Studies, et là, on est bien dans une étude clinique interventionnelle, et c'est parfait, on est très content. Et après, on a dans le résumé et la partie méthode que c'est un essai clinique randomisé en double aveugle. Donc ça, c'est très important. Malheureusement, cette information, Randomized Double-Blind Clinical Trial, aurait dû figurer dans le titre. Là, c'est un élément de méthodologie que l'on souligne. On le lit, on se dit, mince, je suis obligé d'aller dans le résumé pour voir que c'est un ECR. C'est dommage. N'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions, etc. Émilie me fait la transmission. Donc, deuxième identification, c'est la question. Elle doit figurer dans le titre de l'article, surtout à la fin de l'introduction, sous la forme d'un objectif clairement et précisément énoncé. Et puis, dans le résumé, il doit figurer rapidement. Et on doit discerner un objectif principal et un ou deux objectifs secondaires. Et là, on doit faire le lien directement avec la conclusion pour voir si la conclusion répond à l'objectif. Alors, nous, dans notre article, la problématique, elle figure bien dans le titre. On voit de quoi il parle. Hein. Elle est précisée sous forme d'objectif en fin d'introduction pour ceux qui ont le texte. La fin de l'introduction, effectivement, des studies aim to verify the MLA, the resource, etc. Néanmoins, ce n'est pas suffisamment précis, à mon sens. C'est-à-dire que là, on parle de drainage lymphatique manuel, mais ça peut être une ressource, mais par rapport à quoi? On n'en sait rien. Ce n'est pas marqué en fin d'introduction. L'objectif principal et les objectifs secondaires ne sont pas clairement explicités, en fait. Vous voyez, ils ne sont pas expliqués. On ne va pas dire, dans un premier temps, on va regarder l'objectif principal, l'objectif secondaire. Non, c'est un peu noyé. Bon, après, c'était pas mal. L'objectif apparaît très tôt dans le résumé. Alors, quand je dis c'est pas mal, je critique pas de cette manière-là, c'est une façon de parler. Hein. Vous voyez, en fait, je dis c'est pas mal par rapport à la méthode des ECN. Quoi. Voilà, je ne me permettrai pas de. Voilà.
La première phrase de la conclusion répond à l'objectif, ça on le trouve, puisque on a la phrase qui va bien et ça montre effectivement que ça intervient dans la régression de l'œdème, à la fois sur l'œdème maximum et puis dans la vitesse de régression. La question, ça c'est super important, elle doit être formulée en respectant un acronyme qui s'appelle PICO. On le connaît, mais ça fait du bien de se le redire. Le P, ça veut dire patient. Donc dans la question, on doit trouver le patient. C'est quoi la population? C'est qui? On parle de qui? L'intervention, c'est quoi? C'est un traitement médical, chirurgical, une action d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait? Le contrôle, le C. À quoi éventuellement cette intervention est-elle comparée? À une méthode de référence, à une alternative, un placebo? Et puis l'outcome, c'est l'issue clinique. Ça va nous servir à quoi de parler de ça? Vous voyez, c'est voilà. Et ça, si la question est formulée en respectant l'acronyme, ça va nous aider à trouver les mots-clés. Deuxième partie, donc on a vu que 2 objectifs sur 24. Analyser la méthodologie. Alors vous allez voir, ça c'est un régal. On va déjà étudier, on va regarder si la population étudiée est bien définie. Pour rappel, population étudiée, c'est un ensemble d'individus, de cas ou d'événements qui sont définis dans le temps et l'espace. Admettons, identifier les caractéristiques de la population étudiée. Donc les caractéristiques, ce sont des informations personnelles sur un groupe de personnes. On peut avoir des indicateurs médicaux, âge, sexe, taille, poids, etc., ou des indicateurs sociaux selon le type d'étude. Mais la population, elle doit être cohérente avec l'objectif de l'étude. Vous voyez, s'il y a une étude qui parle d'une problématique de santé publique en France et que la population étudiée sont des Canadiens, ça ne va pas. Et les conclusions pourront être appliquées à la population étudiée, et ça c'est très très important, mais pas à la population générale, sans émettre les réserves nécessaires. On ne va pas généraliser une étude comme ça, alors qu'on a pris 30 cas, 30 patients. Donc, une mauvaise sélection des sujets au départ rendra encore plus difficile la généralisation des résultats. Très, très important ce point 3. Les caractéristiques de la population, elles doivent apparaître dans la section résultats et pas dans la partie méthode. Le résumé aussi, succinctement, on doit avoir des caractéristiques. Alors, nous, là, dans l'étude, malheureusement, dans la partie résultats, on n'a pas les caractéristiques. On l'a un petit peu, mais on a très, très peu de caractéristiques. On a 30 individus, et puis c'est tout. Et on sait qu'on a 24 hommes et 6 femmes. Donc, c'est peu d'informations et c'est quand même pas au bon endroit. Par contre, le résumé, il y a bien une description succincte de la population, ça c'est impeccable. 4e objectif, analyser les modalités de sélection des sujets. Alors là, on doit voir dans la partie méthode, ce coup-ci, les critères d'inclusion, non-inclusion, d'exclusion. Et puis, comment est-ce qu'on a sélectionné ces sujets? Alors, petit rappel, les critères d'inclusion, c'est les critères qui autorisent l'accès à l'étude. Les critères de non-inclusion, c'est la liste de critères faisant que les patients ne peuvent pas être inclus dans l'étude. Voilà, ils ne peuvent pas être inclus. Et les critères d'exclusion, c'est les critères qui entraînent une sortie de l'étude, c'est-à-dire qu'on les a inclus et on les sort après. Et parfois, il y a un petit flou entre critères de non-inclusion et critères d'exclusion. Et ce flou, il est lié au fait que les articles en langue anglaise, en fait, on ne parle pas de non-inclusion, on parle d'exclusion. Exclusion criteria avec un i qui manque, vous m'en excuserez, mais ce n'est pas la même chose. Et en français, on le distingue bien. 5e objectif, on va analyser la technique de randomisation et vérifier sa cohérence. Seule l'intervention permet de différencier les groupes. Il n'y a que ça qui permet de différencier les groupes. Ce sont les mêmes. Et en fait, on va leur attribuer un groupe intervention ou traitement et un groupe contrôle ou traitement classique, etc. Et c'est ça que l'on appelle la clause d'ambivalence. Et ça doit apparaître clairement dans la section méthode.
Et là, la technique de randomisation, elle est notifiée. OK. Mais malheureusement, elle n'est pas détaillée. Et ça, c'est embêtant. On ne sait pas quelle technique a été utilisée. Est-ce que c'est un tirage au sort informatisé? Est-ce que c'est une table de nombres au hasard? Est-ce que c'est une randomisation qui aurait été stratifiée en fonction des patients? On ne le sait pas. Il n'y a pas d'information là-dessus. Et la référence qui est citée dans cette partie-là ne permet pas de répondre à cette question. Donc ça, il faut faire gaffe aussi. Des fois, on a des références, on se dit, bon, bah là, c'est bon, il se référencie à un article, bah, il faut aller lire l'article. Hein, si on veut vraiment faire une LCA la plus exhaustive. Hein. Sixième objectif, les caractéristiques des groupes. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Ça doit apparaître dans la section résultats. Les refus de participation, les pertes de vue, ça doit être noté dans l'article. Le nombre prévu de sujets à inclure doit être annoncé, ainsi que le nombre de sujets réellement inclus. En fait, c'est l'intérêt visuel aussi d'un flowchart. On voit petit à petit, bah, finalement, au début, on en a 30, après on en a 25, 26, enfin 25, 24, 23. On voit que ça diminue. Et là, en fait, bah, malheureusement, on n'a pas de table dans la partie résultats qui nous permettent d'identifier les caractéristiques des deux groupes dans notre article. Et on n'a pas de notion aussi de refus de participation, pas de notion de perdu de vue. Alors, même si on n'a pas eu de perdu de vue, ce qui est rare, même si on n'a pas eu comment dire, de sujets réellement inclus qui étaient différents du nombre théorique, et il faut le dire. Voilà. Septième objectif, vérifier si le choix des effectifs, finalement, est identifiable tout au long de l'article. Il faudrait trouver une présentation du calcul du nombre de sujets nécessaires, une présentation de l'effet considéré comme cliniquement significatif, une présentation du risque alpha, en fait, qui est simplement le risque de dire, enfin, le alpha, c'est se dire, bah oui, en fait, c'est le risque de considérer qu'un traitement est efficace, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Ça, il faut que ça soit explicité. Le risque bêta, c'est en fait le risque de rejeter un traitement qui est efficace. Et le risque bêta, en fait, souvent, c'est, comment dire, alpha, en fait, généralement, c'est 5%, et bêta, c'est 20%, pardon, et on peut déterminer la puissance de l'étude, c'est 1 moins bêta, donc 1 moins 0,02, ça fait une puissance de 80%. En général, c'est ce qu'on trouve. Et ça doit apparaître dans la section méthode. Et nous, bah là, on ne trouve pas. Voilà. On a déjà un échantillon, donc on n'a pas les modalités de calcul de la taille de l'échantillon. On a un échantillon pour un essai contrôlé randomisé qui est 30 patients, 15 dans chaque groupe. On n'a pas la présentation de l'effet considéré comme pertinent et on n'a pas la présentation des risques que j'ai déterminés avant. La méthode, huitième objectif, ben en fait, il faut choisir le bon schéma d'étude. Alors là, c'est impeccable, on a un essai contrôlé randomisé, 2 groupes, intervention, contrôle, c'est le gold standard pour les stratégies thérapeutiques. On continue. Néanmoins, dans le cas d'un ECR, un essai contrôlé randomisé, il faut décrire l'intervention ou le traitement attribué dans le groupe intervention, bien le décrire. Qu'est-ce qu'on fait? Décrire les modalités thérapeutiques à ce groupe, au groupe, pardon, à l'autre groupe, en fait, au groupe groupe contrôle, soit un placebo au traitement de référence, décrire l'outil de recueil de jugement de l'objectif principal, hyper important, et l'outil de recueil du jugement des objectifs secondaires, très important. Et là, malheureusement, dans cette étude, on ne trouve pas ces éléments. Neuvième objectif, vérifier que les analyses statistiques sont cohérentes avec le projet de travail. Et là, on va être sur les choix des tests statistiques. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Il faudrait faire appel à un méthodologiste biostatisticien pour mieux en parler. Et puis, vérifier les règles d'éthique. Ça, c'est fondamental. Ça doit apparaître dans la fonction, dans la partie méthode. Et en France, c'est le comité de protection des personnes qui est chargé, en fait, de donner son aval avant d'inclure le premier patient. Là, on a bien
une lettre d'information, un consentement, il n'y a pas de problème. Analyser la présentation des résultats. Donc là, je vais passer vite, puisque je ne vais pas détailler. Donc c'est l'objectif 11, 12. Critiquer l'analyse des résultats et la discussion, c'est pas 13, 14, 15, tac, on y va. Donc là, on est dans les statistiques, les résultats, la discussion. Il y a plein de choses à raconter là-dedans. On va évaluer les applications cliniques en 4e grande partie. Ça sert à quoi de faire ça? Si ce n'est pas noté, c'est embêtant. Et on va analyser la forme de l'article. Là, je fais un petit focus. C'est très rapidement faisable en prenant un article. On va voir s'il respecte bien cet article, la structure IMRAD, Introduction, méthode, résultat, discussion. De toute façon, dans une revue indexée, on n'a pas trop le choix puisque l'éditeur, en fait, dans les notes aux auteurs, en fait, nous oblige à bien, à bien différencier les différentes parties comme ça. Donc, introduction, la méthode, je vous ai donné pas mal d'éléments. Là, effectivement, les critères sont remplis dans l'introduction. La méthode, les critères sont remplis, mais on ne sait pas où ça a eu lieu, il faut que ça figure. Et le critère de jugement principal, il n'est pas complètement explicité. Et puis, en fait, on ne sait pas s'il est fiable ni validé. On va voir plus tard. Après, on va être sur les résultats. Les erreurs fréquentes, finalement, c'est discuter des résultats, vous voyez, faire une discussion des résultats dans la partie résultats. Ça, c'est un grand classique. Voilà. Là, bon, les critères étaient remplis, on répond à la question. On n'avait pas d'indice de dispersion, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Dans la discussion, donc on doit retrouver les principaux les résultats, les limites, les intérêts, les biais, la conclusion. Voilà. Ça doit être assez logique, tout ça. Alors là, dans l'article en question, moi j'émets un grand doute. Le placebo, en fait, l'auteur a choisi de faire réaliser par le kiné des pressions glissées, douces, etc. Et il part du postulat que voilà, ça n'a aucun effet. On n'en sait rien. Hein. Entre le drainage lymphatique et du massage avec des pressions glissées, quel est le mieux? Je ne sais pas. Donc là, j'émets une réserve. Bon, il n'y a pas de limite, hein, il n'y a pas de remise en question à la discussion, pas de limite, pas de biais exprimé. Et puis, la réponse à la question, ça vous pourrez le lire un peu plus précisément, et en fait, elle n'est pas en lien avec la population étudiée. C'est-à-dire que si on lit entre les lignes, ça va. Si on se fait un focus, en fait, il a pris une population qui présentait une fente labiale et palatine. Donc, ces 30 patients, ils ont une fente. Et en fait, dans la conclusion, il généralise à tous les patients qui sont opérés d'une chirurgie de la face. L'analyse critique de la présentation des références, ça c'est assez classique. Là, on n'a pas de, voilà, on a des références indexées, c'est super, quoi. Et voilà, on a 35, sont récentes, bon, ok. Le titre peut être critiqué, donc un bon titre, il faut qu'il soit bref et spécifique, qui reflète bien le contenu de l'article, refléter l'objectif principal, et on doit éviter les abréviations, et puis il faut que ça soit attractif, il faut qu'on ait envie de lire. Hein. Donc là, bon, on a des choses, voilà. Malheureusement, il manque la population étudiée, qui est quand même, comme je vous disais, des patients qui ont une fente palatine et labiale. Et là, on est en train de tout à l'heure, on faisait un saut et là, on se met le nez dans la neige. Puisqu'en fait, en kinésithérapie ou en médecine, un des rôles fondamentaux, en fait, des critères de jugement, c'est lié directement à la biométrie. Pour rappel, la biométrie, c'est ce qui étudie la fiabilité et la validité. La fiabilité, on dit qu'un test est fiable si, en fait, on peut le répéter entre deux personnes différentes et on va obtenir la même chose. Et si on peut le reproduire, la même personne va faire le test, il le refait 3 heures plus tard et on obtient la même chose. Le test, il est fiable.
Et s'il est valide, c'est que l'information que le test délivre est conforme à la réalité qu'elle est censée mesurer. Ça, c'est très important. Donc, une mesure, elle doit être fiable et valide. Et là, en regardant l'image, c'est ça qui m'a attiré. Je me suis dit, est-ce que c'est fiable et valide, ce truc-là? Voilà, on dit, ouais, le mètre ruban, ça me fait penser quand on faisait les mètres rubans sur les membres suppléments 1. Et oui, effectivement, l'auteur se base sur la technique qui a été publiée par Piso dans un article en 2001 avec une lecture directe sur le visage. Mais cette technique, en lisant l'article, elle n'avait pas été, elle n'avait pas été étudiée au point de dire elle est fiable et valide. C'est très embêtant, c'est-à-dire qu'ils ont repris une technique qui n'a pas été éprouvée. Alors, moi, je portais l'hypothèse quand j'ai lu ça que la technique en lecture directe, elle ne peut pas être fiable et valide pour les raisons suivantes. C'est-à-dire que la peau du visage, c'est des zones concaves et convexes. Si je mesure avec un mètre ruban, ben, je vais prendre la corde et pour mesurer convenablement, il faut appliquer un sparadrap et après mesurer le sparadrap. Je vous prie de m'excuser, je dois répondre peut-être au téléphone. Et non, c'est une fausse alerte. Donc, c'est mieux comme ça. Je croyais que c'était Émilie qui m'appelait. Voilà, donc, pardonnez-moi. Vous avez vu le truc, là, si on prend le mètre ruban, ça prend la corde, et en fait, non. Donc, l'idée, c'est de mettre un sparadrap, de le coller, et après, de mesurer le sparadrap. Conclusion de tout ça, et j'en ai fini, la lecture critique d'articles, c'est de la méthodo. Donc, ça ne s'invente pas. Vous avez vu les 24 objectifs. En fait, ils sont publiés, ils ont été repris dans les épreuves classantes nationales. Donc, on ne peut pas en faire l'impasse. On ne peut pas se dire, bah, tiens, je vais critiquer l'article, on y va, au petit doigt mouillé et tout, ça ne marche pas. Mais le bon sens clinique est nécessaire parce que dans tout ça, au final, qu'est-ce qui se passe? L'auteur arrive à conclure son étude en disant le drainage lymphatique a un effet. Mais pour conclure ça, il a utilisé un critère de jugement dont la validité et la fiabilité n'ont pas été démontrées. Et donc là, dès le départ, bah, tout se casse la figure. Tout se casse la figure. Et je reviens sur cette photo. Le bon sens clinique doit vous faire, doit vous faire des focus. Parce que c'est en voyant les photos, on se dit « Oh là, mais il a fait quoi comme méthode ?» Et là, on tire en fait, comme un pêcheur. Voilà, il tire sa ligne. Je vous remercie et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci à toi, Axel. C'était super intéressant en fait de voir tout ce décryptage de l'article et bien comprendre un petit peu toutes les petites étapes à bien respecter au pas à pas. Moi, j'ai trouvé ça captivant. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez soit ouvrir votre micro, poser vos questions, ou alors les inscrire en fait sur le fil de discussion à l'écrit si vous n'osez pas prendre la parole et je les transmettrai à Axel. En attendant les premières questions, je voulais juste faire une note en fait quand tu décrivais un petit peu l'article. Moi, j'ai trouvé ça captivant et ça peut aussi vous servir quand à l'écriture finalement, à l'écriture d'article, quand on écrit un article, bien se reposer, bien reprendre en fait ces points par point en fait de méthode et ça permet aussi de ne pas rentrer dans les travers en fait. Enfin, je repense surtout quand tu parlais dans les résultats rester factuels, ne pas mettre d'interprétation. C'est vrai que c'est un petit biais qu'on fait tous au début. Et donc, c'est intéressant en fait de reprendre ce petit pas à pas pour quand on écrit aussi. C'est vrai qu'on est tenté, en fait, on a les résultats, bah, c'est assez humain, on est tenté de les interpréter. Et en fait, non, ça c'est la partie d'après. C'est vraiment important, comme tu le dis, hein, Émilie, quand on
lit un article, mais aussi quand on doit l'écrire ou qu'on doit écrire son mémoire de je ne sais pas quoi, etc. Non, les résultats, c'est les résultats, sont les résultats, et après on discute. Merci. Alors, il y a pas de questions, c'était peut-être Bonjour. trop clair. Si? Si, moi c'est Anne-Charlotte. Du coup, j'ai une question. Déjà, je vois bien la lecture critique et en effet, c'est quelque Merci. chose qui est pas simple et voilà, plus on en fait, plus on est à l'aise. Moi, ma difficulté, c'est toujours de trouver la grille d'évaluation, non, la grille de lecture qui nous permet de faire cette lecture critique et je connaissais pas cette méthode. Et ma question, c'est est-ce que vous utilisez toujours cette méthode? Est-ce que c'est une méthode qui voilà, qui est, je connaissais la grille de Salmy, plusieurs, et je trouve que c'est pas facile du coup de cibler la méthode la plus adaptée. Et j'ai l'impression que celle-ci, en fait, elle est très complète et très structurée. Alors effectivement, déjà je vous remercie de ce que vous venez de dire. Moi aussi, quand j'ai dû faire ma biblio, au début, je n'avais pas de méthode. Et rapidement, je me suis rendu compte, en discutant avec la méthodologiste avec qui je travaille sur des projets de recherche, que j'avais loupé des trucs, etc. On a la chance, en fait, maintenant, d'avoir une épreuve pour les médecins dans les ECN, et là, en fait, si vous voulez, c'est très pratique, puisqu'en fait, la méthode, elle est notée sous forme d'objectifs. Ce qui fait que on n'a pas simplement donc la référence en fait la référence de cette méthode, vous la retrouverez en début du diaporama. D'accord. Je l'ai mis, hein, c'est le CNCN. Vous la retrouvez et ça permet de s'appuyer sur quelque chose qui est validé dans la communauté médicale et paramédicale, puisqu'on fait la même chose, mais pas de la même manière et comment dire, pas sur les mêmes thématiques. Mais de se dire on va réinventer la roue, en tout cas, moi, j'en ai pas du tout ni la prétention ni la capacité. Donc, je me suis adossé à cette grille, déjà parce que je l'ai comprise. Mmh. Tout à fait. Oui, parce que, Mmh. en fait, elle m'a paru, comment dire, ben moi, elle m'a paru abordable, en fait, voilà, elle m'a paru abordable et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Parce que, après tout, voilà, moi, j'ai pas de formation universitaire, plus que ça, bon, mais je trouve que c'est suffisamment clair pour qu'un étudiant en médecine en 6e année puisse, ou en 5e, puisse critiquer un article, et pour qu'un professionnel paramédical puisse critiquer un article, c'est complètement abordable. Donc les 24 objectifs, c'est pour ça que j'ai fait le… Vous pouvez, dans n'importe quel bouquin, vous commander n'importe quel livre pour épreuve de LCA aux ECN, vous allez tomber sur la même chose. C'est les 24 objectifs que vous avez vus. Les intitulés sont les mêmes. D'un ouvrage à un autre, des fois, ça change un petit peu, mais c'est référencé. Et puis, vous allez trouver, il y a des livres qui sont plus ou moins bien faits. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Après, vous choisissez celui qui vous plaît le mieux. En tout cas, moi, les 24 titres, les 24 objectifs figurent dans le diaporama que vous pourrez retrouver en replay. Déjà, c'est une base, quoi. Vous voyez? Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Anne-Charlotte. Un petit problème de communication, peut-être. Émilie, tu m'entends, non? Oui, je t'entends en fait. Ok, Je vois pas si Anne-Charlotte a toujours son micro d'ouvert ou pas, mais ok. oui, enfin, je pense que Ok, j'espère avoir répondu à sa question, en tout cas. pour compléter cette question, enfin, oui, pour compléter cette question, enfin, je trouve que la méthode que tu as choisi de présenter est vraiment chouette, comme tu l'as dit. Et on avait aussi, lors d'un café lecture en juin, Karim Jamal qui nous avait proposé une méthode pour la lecture de revues de littérature. C'est pareil, c'est un petit peu différent parce que là, on s'attache à un article. Lui, il nous a essayé de s'attacher à comment est-ce qu'on analyse une revue de littérature, qui est un format d'article un petit peu différent. Et du coup, voilà, il présente aussi, vous pouvez aller le voir en fait sur les replays des jeux de la recherche de Karim Jamal, du coup, qui avait fait
cette lecture, mais qui permet aussi voilà, d'avoir d'autres sources de grilles de lecture et effectivement de partager les meilleures grilles comme tu l'exposes, Axel. En fait, il y en a des plus ou moins accessibles et c'est chouette de voir celle-ci qui est assez explicite, assez détaillée pour ne rien oublier aussi. Alors, avec quand même le ventre mou là, que je n'ai pas détaillé, qui s'attaque quand même à un fond d'un certain problème qui en est un vrai, hein, c'est l'approche des statistiques. De pouvoir critiquer le choix de tel ou tel test, de telle ou telle analyse statistique, faut être qualifié. Hein. En fait, il faut être qualifié. Alors après, en fonction de ce qu'on a à lire, on va être plus ou moins à l'aise. On va se dire, tiens, là, et puis plus on va apprendre, plus on va aller au jeudi de la recherche paramédicale, plus on va aller à des congrès, plus on va prendre l'habitude de voir ce qui est utilisé pour faire telle ou telle comparaison, etc. Plus on va se dire, là, finalement, tiens, dans un autre article, j'avais vu qu'ils utilisaient ça, j'aurais plutôt fait ça, voilà. Bon, mais néanmoins, ça demande quand même de la formation. Donc, que ça soit de la formation en biostat, de la formation dans le cursus initial ou de la formation complémentaire où il y a des MOOC qui existent, il y a des DU. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Bon, ça fait un peu, ça pique un peu au début, mais c'est très utile. Merci, Axel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai une remarque de Elsa Desroins. Un autre élément que l'on peut regarder aussi, c'est si le reste de la littérature va dans le sens des conclusions de l'auteur. Qu'en pensez-vous? Est-ce quelque chose que vous faites en pratique? Bon, alors, il y a cette étude-là, et il y en a une autre que je ne vous ai pas présentée, que j'ai trouvée, parce qu'en fait, voilà, on trouve ce que l'on a cherché, hein, donc voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. En tout cas, oui, il y a une autre étude qui va dans le même sens, mais je vais m'empresser de faire la même analyse quand même, parce que, vous voyez, là, je n'ai pas simplement lu l'article et puis passé à autre chose. Donc moi, je vous encourage à critiquer, à faire ce qu'on vient de faire, là, parce que le piège, c'est on travaille sur un domaine. Là, moi, globalement, j'ai fait exactement la même étude. Je ne vais pas vous en dire plus, puisqu'en fait, je suis en train de le publier, puis j'espère qu'Émilie va m'inviter un de ces jours pour présenter l'article en question. Donc, je ne vais pas vous dire ce que j'ai trouvé. Néanmoins, j'ai trouvé deux autres articles, donc celui-ci et un autre, ils concluent à la même chose. Si dans ma biblio, dans ma discussion, je fais référence à ma biblio en disant « Ah, tiens, eux, ils trouvent ça… mais en fait, je ne vais pas pouvoir dire ça. Parce qu'en fait, ce qui a été trouvé, de mon point de vue, en fait, je ne peux pas le réutiliser. Parce que l'article, j'émets énormément de réserves par rapport aux conclusions de l'article. Voilà, donc là, vous allez dire, c'est bien, il pratique la langue de bois, il ne dit pas rien. J'espère avoir été clair, en fait. C'est-à-dire que vous allez trouver quelque chose, que ça soit congruent avec ce que vous avez trouvé dans la biblio ou exactement l'inverse. Il faudra vous interroger sur la critique de l'article, des articles que vous aurez lus et la critique aussi de votre travail de recherche que vous aurez fait. Parce que un travail de recherche, c'est long. Et peut-être que 6 ans plus tard, vous n'auriez peut-être pas fait de la même manière. Donc, au bout du bout, vous allez critiquer votre travail en disant, en fait, ce que je conclus, aujourd'hui, je me dis que je ne peux pas conclure ça. On peut dire ça. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus d'articles qui paraissent avec des conclusions positives, c'est-à-dire qu'on conclut sur l'effet positif d'un traitement ou d'une technique que sur un effet négatif. C'est curieux, mais c'est comme ça. On préfère plutôt mettre en avant qu'on a trouvé le truc et qu'on a réussi à le montrer plutôt qu'on a cherché et on a montré que ça servait à rien.
comment dire, ça a été montré. Il y a beaucoup plus de publications qui montrent des résultats positifs. Si je n'ai pas répondu à votre question, je peux continuer en fait. On te remercie. Elsa Desrois te remercie. Ah bah c'est cool. Bon, j'ai pu répondre à peu près, voilà. Non, mais, voilà, mais vraiment le truc c'est biblio, ok, mais ne lisez pas que les conclusions des articles. Hein. Là, moi, en faisant mon travail, si je lisais que la conclusion de ça, ma discussion, en fait, ça serait tout l'inverse. Vous voyez, enfin, puisqu'en fait, l'article, il dit quelque chose, moi, je suis pas tout à fait d'accord, donc je vais pas du coup, je vais pas dire la même chose dans la discussion. Je ferai référence à une critique de cet article dans la discussion. Voilà. Allez, moi, j'ai une question à poser. Émilie, tu me permets? Je te permets. On peut prendre 5 minutes. Est-ce que, dans notre pratique courante de clinicien, est-ce que vous trouvez que c'est utile de lire des articles et est-ce que vous prenez le temps de le faire? Sans pousser trop loin, mais est-ce que vous prenez le temps de vous dire, bah, tiens, là, aujourd'hui, je vais recevoir un patient qui a une lombalgie chronique ou une cervicalgie chronique, c'est quoi l'actualité dans le domaine? Et là, je fais référence en fait aux EBP que vous connaissez toutes et tous, bien entendu, et de vous dire, est-ce que vous prenez un peu de temps pour aller chercher? Voilà. Allez, on se lance. Et il n'y a pas de critère de jugement, de se dire, c'est bien, c'est pas bien, c'est un peu pour jauger. En fait, pour être sincère, j'avais fait cette étude il y a 7 ans auprès de 400 kinés, voilà, pour voir en fait s'ils pratiquaient cette démarche en fait, voilà. Et là, sur un petit échantillon, mais je ne ferai pas d'extrapolation. Alors, je ne vois pas de réponse. On peut mettre oui, non, des fois, parfois. Donc là, ah, je t'entends pas, Émilie. Tout le monde est peut-être trop timide pour prendre la parole ici. Ah, c'est ça. On pourra essayer de relancer le petit sondage Ouais. peut-être a posteriori. Okay. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, s'il y a une autre question, on peut prendre une dernière petite question. Sinon, on va clore ce café lecture et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions a posteriori, en fait, à solliciter Axel ou à me solliciter pour reposer des questions. Je vais vous publier là dans le fil de discussion un petit peu le lien vers Ikers, qui est du coup la plateforme, enfin la communauté pour mettre votre profil en fait de chercheur et vous y retrouverez le profil d'Axel avec toutes les publications qu'il a pu paraître, ses travaux de recherche. Et puis, si vous aussi vous êtes investi en recherche, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et peut-être que Axel, si vous en êtes d'accord, voilà, pourra relancer des petits sondages aussi auprès de vous a posteriori du webinaire. Si vous avez aimé le webinaire, n'hésitez pas. Vous savez que le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en fait sur le blog de la recherche paramédicale.fr d'ici la semaine prochaine. Donc, vous pouvez aussi partager à vos collègues pour faire connaître un petit peu cette méthode de lecture critique d'articles et aider tout un chacun à aller plus loin en recherche paramédicale. Je conclurai en te remerciant beaucoup, Axel, pour ce travail, ce partage d'expérience, ce partage de conseils. Et je te souhaite bon courage pour la publication de ton article et avec plaisir pour te réinviter pour le présenter à une prochaine session. Et merci beaucoup. Avec plaisir. On se... Merci beaucoup et puis à tous ceux qui étaient là aujourd'hui et à ceux qui viendront plus tard. Merci donc à Émilie et à toute l'organisation encore une fois. C'est vraiment super, c'est jeudi. Merci. On se retrouve du coup en janvier, le premier jeudi de janvier, du coup, pour une présentation, ma vie de chercheur, une présentation de projet. Et je profite en fait de cette fin d'année pour vous partager en fait que si vous connaissez des personnes dans votre étage qui veulent présenter une lecture critique,
ou présenter leur projet de recherche, n'hésitez pas à leur dire de me contacter pour enrichir toujours ces discussions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis au 6 janvier, si je ne me trompe pas, le 5 janvier, pardon, le prochain jeudi de la recherche. À très bientôt.